Le 26 novembre 2006, un Humvee bascule sur le flanc d'une montagne afghane. Le lieutenant Benjamin Keating meurt dans l'accident. Quelques semaines plus tard, l'armée américaine baptise un avant-poste en son honneur. Personne ne sait encore que ce nom deviendra synonyme d'une des batailles les plus sanglantes de la guerre d'Afghanistan. Combat Outpost Keating se trouve dans la province de Nuristan, à 14 miles de la frontière pakistanaise. Les soldats qui y arrivent ne peuvent pas croire leurs yeux. La base est construite au fond d'une vallée, entourée de montagnes qui s'élèvent à plus de 3000 mètres. Le sergent Clinton Romesha dira plus tard que c'était comme se battre du fond d'une tasse en papier. Un autre soldat compare ça à un aquarium où les poissons sont des cibles faciles. L'endroit n'a aucun sens militaire. N'importe quel ennemi posté sur les hauteurs peut tirer directement dans la base. Les hélicoptères qui apportent les ravitaillements sont des cibles parfaites. Mais l'armée a ses raisons. Le but est de construire des relations avec les villages locaux, d'empêcher les talibans de circuler librement entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est une stratégie de contre-insurrection. Sur le papier, ça semble intelligent. Sur le terrain, c'est un cauchemar. Les attaques commencent presque immédiatement. Des tirs de snipers depuis les montagnes, des mortiers qui tombent du ciel. En 2009, la fréquence augmente. Durant les 9 premiers mois de l'année, l'avant-poste subit 212 attaques. Les soldats vivent sous un stress constant. Chaque jour peut être le dernier. La Bravo Troupe, 3e escadron, 61e régiment de cavalerie, 4e brigade de combat de la 4e division d'infanterie arrivent à l'été 2009. Ils savent que l'avant-poste sera bientôt fermé. Le général Stanley McChrystal, commandant suprême en Afghanistan, a décidé d'abandonner ses positions isolées pour concentrer les troupes dans des zones plus peuplées. C'est une nouvelle stratégie. La fermeture est prévue pour août 2009. Mais elle est retardée. D'autres opérations militaires dans la région mobilisent les ressources. La recherche du soldat Bof Bergdahl, qui a déserté en juin, pompe hommes et matériel. L'avant-poste Keating reste ouvert, avec une garnison réduite. Les travaux de fortification sont minimaux. Après tout, pourquoi investir dans un endroit qu'on va abandonner? Le capitaine Stoney Portis commande la troupe. Le lieutenant Andrew Bunderman dirige un des pelotons. Parmi les soldats, il y a Clinton Romesha, chef de section. Il a 28 ans, marié, père de 3 enfants. C'est un vétéran avec 4 déploiements à son actif. Il y a aussi Ty Carter, un spécialiste qui a d'abord servi dans les Marines avant de rejoindre l'armée. Carter est tireur d'élite. Il y a le sergent Brad Larson, ami proche de Romesha depuis des années. Il y a Justin Gallegos, Christopher Griffin, Vernon Martin, Joshua Kirk, Michael Scusa, Kevin Thompson, Stephen Mace, Joshua Hart. 53 soldats américains au total, plus une vingtaine de soldats afghans de l'armée nationale afghane et 2 conseillers lettons. Les hommes savent que leur situation est précaire. Ils ont reçu l'ordre de préparer l'évacuation. Ils ont même informé les leaders locaux de leur départ imminent. Mais les jours passent et rien ne se passe. Ils restent là, au fond de leur vallée, attendant. L'observation Post-Fritsch, située à 1500 mètres au sud sur une hauteur, est censée offrir un soutien. Mais le terrain rocheux et l'élévation de 500 mètres rendent impossible tout tir de couverture directe. Les mortiers de 120 mm peuvent aider, mais c'est limité. Les hélicoptères d'attaque les plus proches sont à Jalalabad, à 30 minutes de vol. Début octobre 2009, le renseignement capte des rumeurs. 3 rapports mentionnent qu'une attaque se prépare, mais ces informations ne sont pas confirmées par d'autres sources. Pas d'interception électronique, pas de satellite, rien. Les rapports sont classés comme non vérifiés. Personne ne fait grand-chose. La nuit du 2 au 3 octobre est calme. Les soldats dorment dans leurs baraques. Certains sont de garde. Le soldat Jordan Wong assure le service de nuit au poste de commandement. À 5h53 du matin, un interprète se présente. Il apporte un message du chef de la police d'Urmol, un village voisin. 50 à 100 combattants ennemis sont rassemblés à Urmol. Ils préparent une attaque sur Keating. Wong note l'information et prévient le sergent de garde. 6 minutes plus tard, à 5h59, les collines s'embrasent.
Les combattants talibans ouvrent le feu depuis les 4 côtés de la vallée. Fusils automatiques, mitrailleuses lourdes, Degtyaryov Shpagin large calibre, canons sans recul, lance-roquettes, air, PG, mortiers. Le déluge est instantané et total. Les positions de l'armée afghane s'effondrent immédiatement, les soldats afghans subissent des pertes et se replient. Au premier craquement des armes, le sergent Justin Gallegos court vers la position LRAS-2, un Humvee fortifié équipé d'un système de surveillance longue portée, d'une mitrailleuse calibre 50 et d'une M240. Le sergent Brad Larson et le spécialiste Stephen Mace sont déjà là, de garde quand l'attaque commence. De l'autre côté de la base, Ty Carter saute de son lit et court vers sa position. Les balles pleuvent de partout. Les insurgés ont passé des heures, peut-être des jours, à se positionner dans les hauteurs. Ils connaissent chaque angle, chaque bâtiment, chaque point faible. Le tir est d'une précision mortelle. En quelques minutes, 3 soldats américains sont tués par des snipers. Vernon Martin tombe. Joshua Kirk tombe. Les hommes au LRAS-2 sont immédiatement cloués sur place. Le sergent Michael Scusa court vers un autre véhicule blindé. Il n'arrive jamais. Une balle le frappe. Il meurt sur place. Carter atteint le Humvee LRAS-2. Il rejoint Larson, Mace et Gallegos. Les 4 hommes tentent de riposter, mais l'intensité du feu est inimaginable. Larson tire 1200 cartouches en 10 minutes, puis la mitrailleuse .50 est touchée. La M240 aussi. Les armes sont inutilisables. Les hommes ne peuvent même pas ouvrir les fenêtres du Humvee pour tirer avec leur fusil M4. Le moindre mouvement attire une pluie de balles. À l'intérieur du véhicule, ils sont piégés. Les munitions s'épuisent. Gallegos est touché par un sniper. Il s'effondre dans le Humvee. Mace essaie de le soigner, mais la blessure est grave. Le sang coule. Gallegos lutte, mais il ne tiendra pas longtemps. En moins d'1 heure, les défenseurs sont repoussés vers un périmètre intérieur serré. Les bâtiments qui ne brûlent pas encore deviennent des points de rassemblement. Le poste de commandement tactique, les baraques qui tiennent encore, le poste de secours. Le reste de la base est sous le feu ou déjà infiltré. Les talibans ne se contentent pas de tirer depuis les hauteurs. Ils descendent dans la vallée. Ils franchissent le périmètre en 3 endroits différents. Des combattants pénètrent dans la base. C'est maintenant un combat rapproché. Les soldats américains se battent pour chaque mètre. Clinton Romesha se trouve près du générateur quand une roquette le frappe. L'explosion projette des éclats de métal. Romesha est touché au bras et au côté droit par des shrapnels. Il saigne. Le spécialiste Thomas Rasmussen lui dit « Mec, tu saignes ?» Romesha jette un œil à son bras, hausse les épaules et continue à tirer. Il n'a pas le temps de s'occuper de ses blessures. Il regarde autour de lui. La situation est catastrophique. 7 hommes sont coupés du reste de la troupe. Son ami Brad Larson est piégé au LRAS-2 avec Carter, Mace et le corps de Gallegos. 3 autres soldats sont coincés dans un puits de mortier. Des bâtiments brûlent, la fumée obscurcit tout. Les talibans sont à l'intérieur du périmètre. Romesha prend une décision. Il faut contre-attaquer. Il faut reprendre la base. Romesha rassemble les hommes autour de lui. Il n'y a pas de long discours, juste quelques mots. On reprend ce putain d'endroit. Les soldats le suivent. Ils avancent vers le dépôt de munitions. Le feu ennemi est constant. Romesha expose délibérément sa position pour observer le champ de bataille. Il cherche les nids de mitrailleuses ennemies, les positions des snipers. Il coordonne les tirs avec les autres soldats. Il abat une équipe de mitrailleuses ennemies, puis une autre. Un générateur qu'il utilise comme couverture est touché par un RPG. L'explosion le blesse encore. Il continue. Les renforts arrivent. Un autre soldat le rejoint avec un assistant mitrailleur. Romesha traverse à nouveau une zone exposée sous le feu pour rassembler plus d'hommes. Il mobilise une équipe de 5 soldats. Un des soldats afghans blessés a laissé tomber un fusil de sniper Dragunov russe. Romesha le ramasse. Son propre M4 manque de munitions. L'équipe avance vers le bâtiment Shura, une salle de réunion que les talibans utilisent maintenant comme position 8 hommes contre des centaines d'insurgés. Ils lancent des grenades. Ils tirent à tout va. Ils nettoient le bâtiment pièce par pièce. Les combats sont féroces, mais les talibans reculent.
Romesha maintient le contact radio avec le poste de commandement. Il coordonne les tirs d'appui aérien. Des hélicoptères Apache arrivent enfin. Des avions de chasse A-10, des bombardiers B-1, des F-15. Romesha identifie les cibles. Il guide les pilotes. Plus de 30 combattants ennemis sont éliminés par les frappes aériennes. La mosquée locale, d'où proviennent les tirs les plus lourds, est détruite par les avions. Les sergents Armando Avalos et Jason Souter, ainsi que le lieutenant Cason Schroed, dirigeant les frappes avec une précision chirurgicale, 19 avions différents participent à l'assaut. Les capitaines Mike Polydor et Aaron Dove, avec leurs ailiers, tournent au-dessus de la base pendant près de 8 heures. Ils coordonnent, ils guident, ils frappent. Mais au sol, des hommes sont toujours piégés. Au LRAS 2, la situation est désespérée. Gallegos est mort de ses blessures, Mace est gravement blessé. Larson et Carter savent qu'ils ne peuvent pas rester. Mais sortir du Humvee, c'est la mort assurée. Le véhicule est entouré d'ennemis. Les tirs viennent de partout, Romesha, et son équipe établissent une position de tir de couverture. Ils déversent des centaines de balles sur les positions ennemies. Une frappe aérienne frappe un village voisin que les militants utilisent comme zone de rassemblement. Dans le chaos qui s'ensuit, Carter et Larson voient leur chance. Carter fouille dans les débris des véhicules détruits pour trouver une civière. Il creuse dans le métal tordu et les débris. Il trouve ce qu'il cherche. Romesha et son équipe ouvrent le feu. Un déluge de balles. Carter et Larson saisissent Mace. Ils le placent sur la civière. Puis ils courent. 100 mètres à découvert. Le sol autour d'eux explose sous l'impact des balles. Des snipers les suivent, des mitrailleuses les traquent. Mais ils continuent. Carter a déjà été blessé plus tôt dans la bataille. Il saigne, il a mal, il s'en fiche, il court. Ils atteignent le poste de secours. Mace est immédiatement pris en charge. Les médecins font tout leur possible, mais les blessures sont trop graves. Plus tard, Mace sera évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Bagram. Il mourra de ses blessures malgré tous les efforts, mais il y a encore des corps à récupérer. Gallegos est toujours au LRAS 2. Vernon Martin aussi, Joshua Kirk également. Romesha sait qu'il doit y retourner. Le 3e peloton reçoit l'ordre de manœuvrer pour soutenir Romesha. Mais le feu ennemi est trop intense. Ils ne peuvent pas bouger. Romesha décide de continuer sans le soutien nécessaire. Avec son équipe, il traverse à nouveau 100 mètres de terrain exposé. Les balles sifflent, les RPG explosent. Il n'y a presque aucun couvert. Mais ils avancent. Ils atteignent le LRAS 2. Ils récupèrent les corps de Gallegos et Martin. Ils les ramènent. Plus tard, ils retourneront chercher les autres. Vers midi, la pression commence à se relâcher. Les frappes aériennes ont fait des ravages dans les rangs ennemis. Les soldats américains ont repris le contrôle des positions clés. La porte d'entrée est sécurisée. Le dépôt de munitions est protégé. Les bâtiments encore debout forment un périmètre défendable, mais un nouveau danger apparaît. Le feu. Les bâtiments en flammes menacent de se propager. Un arbre en feu penche dangereusement vers le poste de secours, rempli de blessés. Carter et d'autres soldats courent vers l'arbre avec une tronçonneuse. Sous le feu ennemi, ils coupent l'arbre. Ils tombent dans la direction opposée. Le poste de secours est sauvé. À 12h30, la majorité des combattants talibans commencent à se replier. Ils ont subi des pertes massives. Entre 150 et 200 d'entre eux sont morts ou blessés. Leurs positions dans les montagnes sont pilonnées par les avions. Leur attaque a échoué. Mais la bataille n'est pas terminée. Le capitaine Portis n'était pas à la base quand l'attaque a commencé. Il était à bord d'un hélicoptère en route vers l'observation post-Fritsch. Quand les premiers coups de feu ont éclaté, son hélicoptère a été touché par des tirs ennemis. Il a dû faire demi-tour vers la base avancée la plus proche. Pendant des heures, Portis a été coupé de ses hommes, écoutant la bataille à la radio, impuissant. Le lieutenant Bunderman est devenu le commandant des forces au sol par défaut. C'est lui qui a coordonné la défense initiale, qui a maintenu la cohésion alors que tout s'effondrait. Sa conduite sous le feu sera plus tard reconnue par une Silver Star. À l'observation post-Fritsch, les soldats ont aussi été attaqués. Mais ils ont réussi à reprendre le contrôle de leur puits de mortier. Les sergents Avalos et d'autres ont pu commencer à tirer des obus de mortier pour soutenir Keating. Chaque obus compte. Finalement, une force de réaction rapide est déployée.
Un peloton de la 3e escadron se pose à Fritzsche. Ils descendent la montagne à pied. Les sentiers en lacets sont interminables. En chemin, ils tombent sur une embuscade préparée. Ils éliminent 2 ennemis en fuite. À 19 h, environ 13 heures après le début de l'attaque, ils atteignent Keating. Les renforts nettoient les zones de la base que les hommes de la 361 n'ont pas encore reprises. Dans l'une d'elles, ils découvrent le corps du sergent Joshua Hard. Il avait été porté disparu. Maintenant, ils savent. Hart est le 8e soldat américain tué ce jour-là. La bataille de Combat Outpost Keating dure plus de 12 heures. Quand elle se termine, 8 soldats américains sont morts. 27 sont blessés. Plus de la moitié de la garnison a été tuée ou blessée. Les soldats afghans ont également subi des pertes. 8 sont blessés. Les gardes de sécurité afghans ont été décimés. Les noms des morts. Sergent Justin Gallegos, de Tucson, Arizona, Sergent Christopher Griffin, de Kincheloe, Michigan, soldat Kevin Thompson, de Reno, Nevada, Sergent Michael Scusa, de Villas, New Jersey, Sergent Vernon Martin, de Savannah, Georgie, spécialiste Stephen Mace, de Lovettsville, Virginie, Sergent Joshua Kirk, de South Portland, Maine, Sergent Joshua Hart, d'Applegate, Californie côté ennemi. Les estimations varient. Entre 150 et 200 talibans sont tués ou blessés. Le commandant de l'attaque, Abdul Rahman Mustagni, sera tué quelques jours plus tard par une frappe de drone, avec 13 autres insurgés. Combat Outpost Keating est partiellement détruit. Les bâtiments sont en ruine. Le matériel est endommagé. La base n'est plus défendable. Quelques jours plus tard, les derniers soldats évacuent. Romesha est le dernier homme à monter dans l'hélicoptère. Il regarde la base une dernière fois, tant de souffrance pour ce terrain perdu au fond d'une vallée. Après le départ des Américains, l'armée envoie des avions détruire ce qui reste. Il ne faut rien laisser que les talibans pourraient utiliser. Les bombes pleuvent. Combat Outpost Keating cesse d'exister. 4 mois après la bataille, le Pentagone publie un rapport d'enquête. Les conclusions sont accablantes. Il n'y avait aucune raison pour que des troupes soient à Keating. L'emplacement était indéfendable. Les officiers supérieurs savaient que la base devait être fermée, mais des délais bureaucratiques, des priorités contradictoires et un manque de ressources ont maintenu les soldats là-bas. L'enquête blâme 4 officiers au niveau compagnie, bataillon et brigade pour avoir échoué à fournir suffisamment de personnel et de ressources. Le rapport mentionne aussi la recherche de Bo Bergdahl comme facteur. Bergdahl, un soldat qui a déserté son poste en juin 2009, a mobilisé des ressources massives, des hommes, des hélicoptères, du matériel. Tout ce qui aurait pu être utilisé pour évacuer Keating ou le renforcer a été détourné pour chercher un déserteur. Les familles des morts sont furieuses, les survivants aussi. Ils se demandent pourquoi ils étaient là. Pourquoi on les a laissés dans ce piège mortel? Les réponses ne soulagent pas la douleur. Le 11 février 2013, le président Barack Obama présente la Medal of Honor au sergent Clinton Romesha. C'est la plus haute distinction militaire américaine. Romesha est le 4e survivant des guerres d'Irak et d'Afghanistan à recevoir cette médaille. Dans son discours, Romesha dit qu'il ne se sent pas différent des autres récipiendaires de la Medal of Honor. Il se sent en conflit. La reconnaissance est là, mais elle vient avec le rappel constant de la perte de ses camarades. Il pense à ses amis morts. Il pense aux familles brisées. Pour lui, ce n'est pas une question de gloire personnelle. C'est une question de mémoire collective. Le 26 août 2013, le sergent Ty Carter reçoit également la Medal of Honor. C'est historique. Pour la première fois depuis la guerre du Vietnam, 2 survivants de la même bataille reçoivent cette distinction. Obama souligne dans son discours que Romesha et Carter représentent 2 faces de la même pièce. Romesha a fourni le feu de couverture. Carter était dans le Humvee piégé ensemble. Ils incarnent ce que les soldats font les uns pour les autres. Carter parle ouvertement de son syndrome de stress post-traumatique. Les flashbacks, les cauchemars, l'anxiété qui rend certains jours presque impossibles. Il évoque aussi le soldat Edward Faulkner Jr., qui a combattu à Keating et qui a ensuite perdu sa propre bataille contre les démons du PTSD
Après son retour, Carter veut que les gens sachent. Il veut que les soldats qui souffrent sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il faut demander de l'aide. Au total, la bataille de Keating produit une constellation de décorations, 27 Purple Hearts pour les blessés, 37 Army Commendation Medals avec dispositif V pour bravoure, 18 Bronze Stars avec V, 9 Silver Stars et 2 Medals of Honor. C'est une des unités les plus décorées de toute la guerre. La bataille de combat Outpost Keating devient un cas d'école. Les académies militaires l'étudient. Les officiers en formation analysent les erreurs stratégiques et tactiques. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Comment éviter de répéter les mêmes fautes? La première leçon est évidente. L'emplacement était catastrophique. Construire une base au fond d'une vallée entourée de montagnes contrôlées par l'ennemi défie toute logique militaire. Les soldats sur le terrain l'ont su dès leur arrivée. Mais les décisions sont prises par des officiers loin du front, qui regardent des cartes et des rapports, pas le terrain réel. La deuxième leçon concerne les ressources. Une base ne peut pas être maintenue sans soutien adéquat. Keating manquait de tout. Pas assez d'hommes, pas assez de fortifications, pas de couverture aérienne rapide. Le ravitaillement était un cauchemar. Maintenir une présence sans les moyens de la défendre est une recette pour le désastre. La troisième leçon est l'inertie bureaucratique. Tout le monde savait que Keating devait fermer. La décision avait été prise. Mais les délais s'accumulent. D'autres priorités prennent le dessus. Les soldats restent là, attendant, vulnérables. Le système militaire est énorme. Il se déplace lentement, et cette lenteur coûte des vies. La quatrième leçon concerne les renseignements. 3 rapports avaient mentionné une attaque imminente. Mais parce qu'ils n'étaient pas confirmés par d'autres sources, ils ont été ignorés. Le renseignement humain a été sous-estimé. Les talibans n'utilisent pas de téléphone satellitaire que la NSA peut intercepter. Ils parlent en personne. Ils planifient dans des villages isolés. Les méthodes traditionnelles de surveillance ne captent rien. La 5e leçon est plus humaine. Les soldats à Keating ont tenu parce qu'ils se battaient les uns pour les autres. Pas pour une stratégie abstraite, pas pour un objectif politique pour leurs frères d'armes. Romesha n'a pas traversé 100 mètres sous le feu pour la gloire. Il l'a fait pour Larson, son ami. Carter a risqué sa vie pour sauver Mace. Cette fraternité de combat est ce qui fait la différence entre la défaite et la survie. Jake Tapper, journaliste de CNN, écrit un livre sur la bataille, The Outpost, An Untold Story of American Valor. Il passe des années à interviewer les survivants, les familles des morts, les officiers. Le livre devient un best-seller. Il capte l'attention du public américain sur une guerre que beaucoup ont oubliée ou ignorée. En 2020, un film sort, également intitulé The Outpost, basé sur le livre de Tapper. Il est réalisé par Rod Lurie et met en vedette Scott Eastwood, Caleb Landry Jones et Orlando Bloom. Les critiques louent à sa représentation réaliste du combat. Les survivants de la bataille sont consultants sur le film. Ils veulent que l'histoire soit racontée correctement. Netflix produit également une série documentaire, Medal of Honor, qui inclut des épisodes sur Romesha et Carter. Les 2 hommes racontent leurs histoires avec leurs propres mots. Ils parlent de la peur, du chaos, de l'adrénaline, mais aussi de la perte, du chagrin, de la culpabilité du survivant. Romesha quitte l'armée en 2011 pour passer plus de temps avec sa famille. Il travaille dans l'industrie pétrolière dans le Dakota du Nord. Il écrit son propre livre, Red Platoon, A True Story of American Valor. Il parle dans des écoles, des bases militaires, des événements pour vétérans. Il veut s'assurer que les sacrifices de ses camarades ne sont pas oubliés. Carter reste dans l'armée après la bataille. Il se redéploie même en Afghanistan. Mais le PTSD le ronge. Il cherche de l'aide. Il suit une thérapie. Il parle ouvertement de ses luttes. Il devient un avocat pour la santé mentale des vétérans. Il veut briser le stigmate, faire comprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Les familles des 8 morts portent leur douleur pour toujours. 5 veuves qui honorent leur mari, 7 enfants qui ont perdu leur père, 17 parents qui enterrent leur fils, 18 frères et sœurs qui pleurent. Ces vies brisées sont le vrai coût de la guerre. Pas les statistiques, pas les rapports. Les gens. La bataille de Keating n'est pas un incident isolé.
Elle s'inscrit dans une guerre qui dure depuis 2001. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan pour éliminer Al-Qaïda et renverser les talibans. La campagne militaire initiale est rapide et efficace. Mais ensuite, les choses se compliquent. Les talibans se replient dans les montagnes et au Pakistan, ils lancent une insurrection. Les Américains et leurs alliés de l'OTAN tentent de stabiliser le pays, de construire un gouvernement afghan fonctionnel, de former une armée nationale. C'est une tâche titanesque. L'Afghanistan était fragmenté tribalement. La corruption est endémique. Le Pakistan offre un sanctuaire aux insurgés. En 2009, Obama ordonne un surge de troupes, augmentant les effectifs américains à plus de 100 000. La stratégie est de sécuriser les zones peuplées, de gagner les cœurs et les esprits. D'où la construction de petits avant-postes comme Keating. L'idée est d'être présent, de montrer que le gouvernement afghan et ses alliés peuvent protéger la population. Mais cette stratégie a un coût. Les petits avant-postes sont difficiles à défendre. Ils consomment des ressources. Les pertes s'accumulent. La bataille de Wanat, en juillet 2008, à seulement 32 km de Keating, a déjà montré les dangers. 9 soldats américains y ont été tués. Après Keating, le général McChrystal accélère la fermeture des avant-postes isolés. La stratégie évolue. Les troupes se concentrent dans des bases plus grandes, plus défendables. La logique est assez claire. Mais pour les hommes qui ont combattu à Keating, c'est amer. Ils ont souffert pour tenir ce terrain. Et maintenant, il est abandonné chaque année, les survivants se souviennent. Le 3 octobre devient une date sacrée. Ils appellent les familles des morts. Ils se retrouvent parfois. Ils parlent de leurs camarades tombés. Ils racontent les histoires que personne d'autre ne peut raconter. La 4e division d'infanterie organise des événements commémoratifs. En 2019, pour le 10e anniversaire, une cérémonie se tient à Fort Carson, Colorado. Les survivants sont présents, les familles aussi. Des généraux prononcent des discours, mais ce sont les moments privés qui comptent, les accolades silencieuses, les larmes partagées, la compréhension tacite de ce qu'ils ont vécu. Le capitaine Portis continue sa carrière militaire après Keating. Il commande d'autres unités, reçoit d'autres missions. Mais cette bataille le marque. Dans les interviews, il parle de la culpabilité de ne pas avoir été là au début. Il sait rationnellement qu'il ne pouvait rien faire. Son hélicoptère était endommagé, il n'avait pas le choix. Mais la culpabilité ne suit pas la logique. Le lieutenant Bunderman est décoré pour son commandement sous le feu. Sa Silver Star reconnaît qu'il a maintenu l'ordre dans le chaos, qu'il a coordonné la défense pendant les heures les plus critiques. Après l'armée, il retourne à la vie civile. Comme tous les autres, il porte Keating avec lui. Les soldats lettons et afghans qui ont combattu ce jour-là sont souvent oubliés dans les récits américains. Mais ils étaient là. Ils ont saigné. Certains sont morts. L'armée nationale afghane a perdu du matériel et des hommes. Les conseillers lettons ont aidé à coordonner la défense. Cette bataille n'était pas seulement américaine, même si ce sont principalement les Américains qui sont morts. Pourquoi les talibans ont-ils attaqué à ce moment précis? Ils savaient que la base allait fermer. Les leaders locaux avaient été informés. Pourquoi risquer autant d'hommes pour un objectif qui allait de toute façon être abandonné? Une théorie et la propagande. Une victoire contre les Américains, même partielle, aurait été un énorme coup de boost pour le moral taliban. Prendre une base américaine, même temporairement, aurait montré que les insurgés étaient toujours forts. Les vidéos de l'attaque auraient circulé, recrutant de nouveaux combattants. Une autre théorie concerne le timing. Octobre 2009 était une période critique. Le débat sur le surge était en cours à Washington. Obama hésitait. Les talibans voulaient peut-être influencer ce débat en montrant que les Américains ne pouvaient pas sécuriser même leur propre base. Un message politique envoyé avec des balles et des roquettes. Il y a aussi la possibilité plus simple. Les commandants talibans locaux voyaient une opportunité. Une base affaiblie, une garnison réduite, des défenses négligées. Ils ont rassemblé leurs forces et ont frappé. Pas de grande stratégie, juste l'opportunisme tactique. La vérité est probablement un mélange de tout ça. Les guerres sont complexes, les motivations multiples. Ce qui est certain, c'est que les talibans ont payé cher leur attaque. Ils ont perdu entre 150 et 200 hommes. Pour eux aussi, c'était une bataille sanglante. Vernon Martin laisse derrière lui sa femme et ses enfants.
Il avait 25 ans. Ses amis le décrivent comme quelqu'un de toujours souriant, toujours prêt à aider sa famille, organise des événements de charité en sa mémoire. Joshua Kirk avait 30 ans. Il était père de 2 enfants. Il adorait le basketball. Ses coéquipiers disent qu'il était le gars qui remontait toujours le moral de l'équipe. Sa veuve parle de lui comme d'un héros, mais surtout comme d'un mari aimant. Christopher Griffin avait 24 ans. Il voulait faire carrière dans l'armée. C'était son premier déploiement en Afghanistan. Ses parents disent qu'il a toujours voulu servir son pays depuis qu'il était enfant. Justin Gallegos avait 27 ans. Il était du type leader naturel. Les autres soldats se tournaient vers lui. Dans le Humvee LRAS 2, même blessé mortellement, il a continué à encourager ses camarades. Kevin Thompson avait 22 ans. Le plus jeune des morts. Il venait de terminer sa formation. L'Afghanistan était son premier déploiement. Sa mère parle de recevoir la visite des officiers qui annoncent la mort. Le pire moment de sa vie. Michael Scusa avait 22 ans. Il était coureur. Il aimait pousser son corps à la limite. Il est mort en courant vers sa position de combat, faisant exactement ce pourquoi il s'était entraîné. Stephen Mace avait 21 ans. Il a survécu à l'évacuation initiale du LRAS 2, mais ses blessures étaient trop graves. Il meurt à l'hôpital de Bagram. Sa famille doit vivre avec l'espoir bref qu'il survivrait, suivi de la dévastation quand il ne l'a pas fait. Joshua Hart avait 24 ans. Son corps n'a été retrouvé que des heures après la fin de la bataille principale. L'incertitude a été terrible pour les autres soldats. Chacun espérait qu'il avait simplement été séparé, qu'il se cachait quelque part. Découvrir son corps a été un nouveau coup dur. Ces 8 hommes ne sont pas des statistiques. Ils sont des fils, des maris, des pères, des frères, des amis. Leur absence laisse des trous dans d'innombrables vies. Les anniversaires qu'ils ne célébreront jamais, les enfants qui grandiront sans leur père, les épouses qui dorment seules, les parents qui visitent des tombes. Les 27 blessés physiques ont leur propre bataille. Certains perdent des membres. D'autres vivent avec des douleurs chroniques, des fragments de métal toujours logés dans leur corps. Les chirurgies s'accumulent, la réhabilitation prend des années, mais ce sont les blessures invisibles qui affectent presque tous les survivants. Le PTSD frappe comme une vague. Certains symptômes apparaissent immédiatement, d'autres surgissent des mois ou des années plus tard. Les flashbacks sont les plus connus. Un bruit soudain, et vous êtes de retour à Keating, les balles sifflant autour de vous. Une odeur de fumée, et vous voyez les bâtiments en flammes. Ces moments volent votre présent, vous plongeant dans le passé traumatique. L'hypervigilance rend la vie normale impossible. Vous scannez constamment votre environnement pour les menaces. Dans un restaurant, vous devez vous asseoir dos au mur, face à la porte. Dans une foule, votre cœur s'emballe. Votre corps reste en mode combat, même quand il n'y a pas de danger. Les cauchemars détruisent le sommeil. Vous revivez la bataille encore et encore. Vous voyez vos amis mourir. Parfois, les rêves changent les détails. Vous êtes celui qui meurt. Ou vous ne pouvez pas bouger, paralysé pendant que vos camarades hurlent à l'aide. La culpabilité du survivant est peut-être la plus destructrice. Pourquoi ai-je survécu quand ils sont morts? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ces questions tournent en boucle sans réponse satisfaisante. Les thérapeutes expliquent que ce n'est pas rationnel, mais les émotions ne suivent pas la raison. Certains soldats se tournent vers l'alcool ou les drogues pour engourdir la douleur. L'automédication offre un soulagement temporaire, mais aggrave les problèmes à long terme. Les relations s'effondrent, les carrières déraillent. Certains finissent sans abri, incapables de réintégrer la société. Le suicide guette. Les statistiques sont terrifiantes. Plus de soldats meurent par suicide après leur retour que pendant leur déploiement. Le Department of Veterans Affairs estime qu'environ 17 vétérans se suicident chaque jour aux États-Unis. C'est une épidémie silencieuse. Edward Faulkner Jr., qui a combattu à Keating, s'est suicidé en 2013. Sa mort hante les survivants. Ils se demandent s'ils auraient pu faire plus. Ils se demandent qui sera le prochain. Carter utilise la mort de Faulkner comme un appel à l'action. Il parle publiquement, encourage les vétérans à chercher de l'aide,
à ne pas souffrir en silence. Le traitement du PTSD a beaucoup évolué. Les anciennes méthodes se concentraient principalement sur la médication, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Ils aident certaines personnes, mais ce n'est pas suffisant. Les thérapies modernes incluent l'exposition prolongée. Les patients revisitent leur traumatisme dans un environnement sûr, guidé par un thérapeute. L'idée est de désensibiliser progressivement, de retirer le pouvoir émotionnel des souvenirs. C'est difficile, c'est douloureux. Mais pour beaucoup, ça marche. La thérapie cognitive de traitement aide les patients à identifier et à défier les pensées négatives. Si vous croyez que la mort de vos camarades est votre faute, le thérapeute vous aide à examiner cette croyance rationnellement. Aviez-vous vraiment le contrôle? Qu'auriez-vous pu faire différemment dans les circonstances? Les groupes de soutien de pairs sont cruciaux. Parler à d'autres vétérans qui comprennent, qui ont vécu des choses similaires, crée une connexion que les civils ne peuvent pas offrir. Vous n'avez pas à expliquer? Ils savent déjà. Certains trouvent la guérison dans le service. Ils deviennent mentors pour les jeunes soldats. Ils travaillent avec des organisations caritatives pour vétérans. Ils transforment leur douleur en but. Donner un sens à la souffrance aide à la supporter. La famille est souvent le pilier. Les épouses, les parents, les enfants qui restent là, qui supportent les mauvais jours, qui célèbrent les bons, mais c'est aussi difficile pour eux. Les proches de personnes atteintes de PTSD peuvent développer un traumatisme secondaire. Ils ont besoin de soutien aussi. Le chemin vers la guérison n'est pas linéaire. Il y a des rechutes, des jours où tout semble impossible. Mais il y a aussi des progrès, des moments où vous réalisez que vous avez passé une semaine sans cauchemar, où vous pouvez entendre un feu d'artifice sans paniquer, de petites victoires qui s'accumulent. L'armée américaine a appris de Keating. Les procédures ont changé. Les avant-postes isolés sont maintenant scrutés beaucoup plus attentivement. Les évaluations de risque sont plus rigoureuses. Si un endroit ne peut pas être défendu avec les ressources disponibles, il n'est pas établi. La formation a évolué. Les nouveaux officiers étudient Keating dans leurs cours de tactique. Ils apprennent ce qui s'est mal passé et comment l'éviter. Les simulations incluent maintenant des scénarios inspirés de la bataille. La coordination entre le renseignement et les opérations s'est améliorée. Les rapports non confirmés ne sont plus automatiquement ignorés. Il y a une meilleure appréciation du renseignement humain, surtout dans les zones où les insurgés évitent les communications électroniques. L'appui aérien rapproché est maintenant une priorité plus élevée pour les avant-postes vulnérables. Les hélicoptères d'attaque sont positionnés plus près. Les temps de réaction sont raccourcis. La doctrine reconnaît qu'une base isolée a besoin d'un soutien aérien immédiat. Les fortifications sont prises plus au sérieux. Même pour les bases temporaires, les défenses appropriées sont construites. Les murs de protection, les positions de mitrailleuses, les zones de couverture. L'argument « on va bientôt partir de toute façon » ne vole plus. Mais la guerre a continué. L'Afghanistan reste instable. D'autres batailles ont eu lieu. D'autres soldats sont morts. Keating est devenu une leçon, mais les leçons ne suffisent pas toujours. En 2021, le président Joe Biden annonce le retrait complet des troupes américaines d'Afghanistan. Après 20 ans de guerre, c'est fini. Les derniers soldats quittent en août, dans le chaos. L'armée nationale afghane s'effondre presque immédiatement. Les talibans reprennent le contrôle du pays en quelques semaines. Pour les vétérans de Keating, c'est dévastateur. Ils ont combattu pourquoi? Leurs amis sont morts pourquoi? L'Afghanistan est revenu exactement à ce qu'il était avant l'invasion américaine en 2001. 20 ans de guerre, des milliers de morts, et rien n'a changé. Romesha parle publiquement de sa frustration. Il ne critique pas la décision de se retirer. Après 2 décennies, il est peut-être temps. Mais la manière dont c'est fait, le chaos, l'effondrement rapide, c'est insultant. Les sacrifices semblent vains. Carter exprime des sentiments similaires. Il a perdu des amis. Il porte des cicatrices physiques et mentales. Et maintenant, les talibans sont de retour au pouvoir. Les femmes afghanes perdent leurs droits. Les personnes qui ont aidé les Américains sont traquées. C'était pour rien? D'autres vétérans ont des perspectives différentes. Certains disent que leur mission n'était pas de changer l'Afghanistan pour toujours, c'était de protéger leurs camarades, de faire leurs devoirs, ils ont réussi ça.
Ce que les politiciens et les généraux ont fait de la guerre plus large n'est pas leur responsabilité. La question reste: que signifie le sacrifice quand l'objectif final échoue? Comment les familles des morts trouvent-elles la paix quand le pays pour lequel leurs proches sont morts retombe immédiatement? Il n'y a pas de bonne réponse, juste plus de douleur, plus de questions, plus de vies brisées par les décisions de gens qui n'iront jamais au combat. La bataille de combat Outpost Keating s'est terminée le 3 octobre 2009, mais pour ceux qui l'ont vécue, elle ne finit jamais vraiment. Elle reste là, dans les coins sombres de leur esprit, prête à ressurgir à tout moment. Chaque 3e octobre, les survivants se souviennent. Ils honorent les morts. Ils se soutiennent mutuellement. Ils continuent de vivre parce que c'est ce que leurs camarades tombés auraient voulu. Les enfants de Vernon Martin grandissent sans leur père, mais ils connaissent son histoire. Ils savent qu'il était un héros. Les parents de Joshua Kirk visitent sa tombe et racontent aux visiteurs qui il était. La veuve de Justin Gallegos garde ses lettres, ses photos, ses médailles. Elle s'assure que ses enfants n'oublient jamais. Romesha et Carter portent leurs Medals of Honor, non pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui étaient là ce jour-là. Chaque fois qu'ils parlent de la bataille, ils mentionnent les noms des morts. Ils racontent les actes de bravoure des survivants moins connus. Ils refusent de laisser l'histoire devenir seulement la leur. Les leçons de Keating sont étudiées dans les académies militaires du monde entier. Pas seulement aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne, en France, en Israël, partout où les armées forment leurs officiers. Comment défendre une position indéfendable, comment maintenir la cohésion sous un feu écrasant? Comment des hommes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires quand tout s'effondre? Mais au-delà des leçons tactiques, il y a une vérité humaine plus profonde. La guerre est terrible. Elle brise les gens, même ceux qui survivent physiquement. Les décisions prises dans les bureaux confortables de Washington ont des conséquences sanglantes dans les montagnes d'Afghanistan. Les jeunes hommes paient le prix des erreurs stratégiques de leurs supérieurs. Combat Outpost Keating n'aurait jamais dû exister. C'était une mauvaise décision dès le début. 8 hommes sont morts à cause de cette décision. 27 ont été blessés. Des dizaines d'autres portent des cicatrices psychologiques. Et pourquoi? Pour tenir un terrain qui a été abandonné quelques jours plus tard. Mais dans cette tragédie, il y a aussi quelque chose de profondément humain. Le courage de Romesha traversant un terrain exposé encore et encore, le dévouement de Carter refusant d'abandonner ses camarades. La bravoure de tous ces hommes qui ont tenu leur position contre des chances impossibles. Ils n'ont pas combattu pour une stratégie ou une politique, ils ont combattu les uns pour les autres. C'est l'histoire de Combat Outpost Keating. Pas seulement une bataille, mais un témoignage de ce que les humains peuvent endurer et accomplir quand tout va mal, une histoire de sacrifice, de fraternité, de courage face à l'adversité écrasante. Les 8 morts ne reviendront jamais. Leurs familles porteront toujours leur absence. Les survivants lutteront toujours contre leurs démons. Mais leur histoire survit. Elle est racontée, étudiée, honorée. Et tant qu'elle est racontée, leur sacrifice a un sens. Pas le sens pour lequel ils ont été envoyés là-bas, mais le sens qu'ils ont créé eux-mêmes, dans le feu et le sang de cette vallée perdue en Afghanistan. Le sens qui vient de refuser d'abandonner, de se battre pour ses frères, de tenir bon même quand l'espoir semble perdu. C'est l'héritage de Combat Outpost Keating, une leçon sur les erreurs de la guerre et sur la grandeur dont les humains ordinaires sont capables face à l'horreur extraordinaire.